Léa avait 10 minutes. 10 minutes pour sauver la vie d'un inconnu. Elle saisit son stylo et commença à encercler des mots sur l'addition du Fouquet's. Tueur, armé, derrière, vous, marché, raté, sorti, maintenant. Ses mains tremblaient, alors qu'elle se dirigeait vers la table 11. Si jamais il ne comprenait pas le message, ils seraient tous les deux morts avant minuit. L'horloge murale indiquait 23h50, 10 minutes avant que l'élégant monsieur en costume noir ne soit exécuté. Au beau milieu du Fouquet's, le restaurant le plus exclusif de Paris. Et Léa Dubois, une jeune serveuse de 24 ans, qui faisait le service du soir pour payer les soins médicaux de sa sœur, était la seule personne à savoir ce qui allait se passer. Elle n'avait pas voulu entendre cette conversation. Elle avait juste besoin d'aller aux toilettes pendant sa pause. Les toilettes hommes étaient occupées, et celles des femmes étaient plus proches du salon privé, où les clients vraiment importants dînaient derrière des portes en verre dépoli. C'est à ce moment-là qu'elle entendit la voix de Victor Lemaire. Elle l'a reconnut immédiatement. Tous ceux qui travaillaient au Fouquet's connaissaient Victor Lemaire. C'était un habitué, un client généreux. Le genre d'homme qui souriait trop largement et laissait des pourboires exagérés, ce qui rendait toujours Léa méfiante. Ce soir, sa voix était différente, plus dure, plus froide. « La cible est à la table 11, disait-il dans son téléphone. 3 de mes hommes sont en position. Quand l'horloge sonnera minuit, on passe à l'action. Le roi dragon mourra ce soir. Et personne ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. » Léa s'était figée dans les toilettes. Son cœur battait tellement fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre à travers les murs. Roi dragon. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle savait ce que les autres mots voulaient dire. Cible, homme en position, mourra ce soir. Quelqu'un allait être assassiné. Ici, dans 10 minutes. Elle avait jeté un coup d'œil à travers la fente de la porte des toilettes. Alors que Victor passait devant, toujours au téléphone, ses chaussures coûteuses claquaient sur le sol en marbre. Sa voix s'estompait, alors qu'il retournait dans le salon privé. Le premier réflexe de Léa fut d'appeler la police. Mais que dirait-elle? Un homme d'affaires puissant prévoit d'assassiner quelqu'un appelé le roi dragon à minuit. Il la prendrait pour une folle. Et le temps que quiconque la prenne au sérieux, il serait trop tard. Son deuxième réflexe fut de fuir, de pointer, de rentrer chez elle, de faire comme si elle n'avait rien entendu, de laisser faire ce qui allait se passer. Ce n'était pas son problème. Elle avait assez de problèmes comme ça. Mais ensuite, elle pensa à Chloé, sa sœur de 16 ans, allongée sur un lit d'hôpital à l'autre bout de la ville, branchée à des machines qui émettaient des bips et des vrombissements, et qui coûtaient plus d'argent que Léa n'en aurait jamais. Chloé, qui croyait encore aux héros, qui croyait encore que les bonnes personnes faisaient de bonnes choses, même quand c'était difficile, de même quand c'était dangereux. Que penserait Chloé si Léa s'en allait et laissait mourir un homme, si vous avez déjà été confronté à un moment où faire ce qui est juste signifiait tout risquer? Vous comprenez ce que Léa ressentait. La plupart d'entre nous ne sont jamais confrontés à ce moment-là. On se dit qu'on serait courageux si on devait l'être. Mais quand cela arrive réellement, quand le choix est réel, la plupart des gens détournent le regard. Léa faillit en faire autant. Mais ensuite, elle sortit des toilettes et le vit. L'homme à la table 11, la cible. Il était assis seul, étudiant le menu, complètement inconscient des 3 hommes, éparpillés aux tables voisines, qui surveillaient chacun de ses mouvements. Il était grand et pâle, avec des cheveux noirs ramenés en arrière, dégageant un visage qui semblait presque trop parfait. Son costume était noir et coûteux, le genre qui coûte plus cher que ce que Léa gagnait en un an.
Mais ce furent ses yeux qui la stoppèrent. Ils étaient ambrés, pas marrons, pas noisettes. Ambrés, là comme de l'or liquide, captant la lumière des lustres d'une manière qui semblait presque inhumaine. Il leva les yeux lorsqu'elle passa. Et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Léa ressentit quelque chose d'étrange, une attirance, une reconnaissance de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et puis, l'instant passa, et elle continua à marcher, son esprit en ébullition. Il lui restait 8 minutes maintenant, peut-être moins. Elle avait besoin d'un plan. Elle devait le prévenir sans que les 3 hommes ne le remarquent, sans que Victor Lemaire ne découvre que quelqu'un avait entendu sa conversation. C'est à ce moment-là qu'elle baissa les yeux sur l'addition qu'elle tenait à la main, l'addition de la table 12, qu'elle s'apprêtait à apporter. Une idée se forma, désespérée, stupide, probablement suicidaire, mais c'était tout ce qu'elle avait. Léa se faufila derrière le bar et attrapa un stylo rouge dans la caisse. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine le tenir. Elle commença à encercler des mots. Pas des phrases entières, juste des mots, éparpillés sur le texte imprimé de l'addition. Tu, ur, ar, mais. Derrière, vous, mar, chez, ra, té, sorti, main, te, nan. Ça avait l'air insensé. Ça ressemblait aux divagations d'une folle. Mais s'il était intelligent, s'il était attentif, il pourrait comprendre. Et s'il ne comprenait pas, ils étaient tous les deux morts de toute façon. Léa prit une profonde inspiration et commença à marcher vers la table 11. Le restaurant semblait s'étendre à l'infini. Les lustres en cristal projetaient des lumières dansantes sur les nappes blanches. Une douce musique classique s'échappait de haut-parleurs cachés. Les autres clients riaient et parlaient, complètement inconscients de la violence qui allait éclater au milieu d'eux. Léa garda les yeux fixés devant elle. Ne regarde pas les hommes armés, ne révèle rien. Marche, respire. Survit juste assez longtemps pour délivrer le message. 6 minutes maintenant. Elle atteignit la table 11 et afficha son sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle, sa voix étonnamment stable. « Êtes-vous prêt à commander ?» L'homme leva les yeux de son menu. Ses yeux ambrés étudièrent son visage avec une intensité qui lui donna l'impression qu'il lisait dans ses pensées. « Pas tout à fait encore, » dit-il. Sa voix était grave, riche, avec un accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. « J'attends quelqu'un. Bien sûr. » Le cœur de Léa battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. En attendant, puis-je vous apporter quelque chose à boire? De l'eau fera l'affaire. Elle hocha la tête et se tourna pour partir. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, elle sentit sa main effleurer la sienne. « Attendez, » dit-il doucement. Ses doigts étaient incroyablement chauds, presque brûlants, comme s'il avait de la fièvre. « Vous semblez nerveuse. » Léa se figea. Était-ce si évident? Juste un long service? Réussit-elle à dire. Non. Il pencha légèrement la tête, l'étudiant. C'est autre chose. Vous n'arrêtez pas de jeter des coups d'œil aux tables autour de nous? Pourquoi? La question était posée avec désinvolture, mais il n'y avait rien de désinvolte dans la façon dont il la regardait. Ses yeux ambrés semblaient voir à travers son uniforme de serveuse, à travers son sourire forcé, directement dans la terreur qui lui étreignait la poitrine. Léa prit une décision. Elle se pencha en avant, faisant semblant de redresser les couverts sur sa table, et murmura les seuls mots qu'elle osait prononcer à voix haute. « Veuillez lire attentivement votre addition avant de partir. Chaque mot compte. » Puis elle recula, plaça l'addition face cachée sur la table, et s'éloigna aussi vite qu'elle le pouvait sans courir. 4 minutes.
Léa regagna le bar et se baissa derrière, faisant semblant de nettoyer des verres, tout en surveillant la table 11 du coin de l'œil. L'homme examinait l'addition. Son visage était parfaitement calme, ne trahissant rien. Il aurait pu lire une simple liste de courses, tellement son expression était neutre. Mais alors, ses yeux se sont déplacés, lentement, délibérément. Ils ont balayé le restaurant, s'arrêtant brièvement sur chacun des 3 hommes qui l'observaient. Puis, ils sont revenus sur Léa, et il a souri. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de réaliser qu'il n'était pas la proie. Après tout, il ramassa l'addition, la plia soigneusement et la glissa dans sa poche. Puis, il leva légèrement une main, un geste subtil, et Léa comprit. Il la rappelait. 3 minutes. Léa attrapa un pichet d'eau et retourna à la table 11. Ses jambes étaient comme de la gelée. Ses mains tremblaient tellement que l'eau déborda du pichet. Elle atteignit sa table et commença à servir. « Combien ?» demanda-t-il doucement, sans la regarder. Léa ne fit pas semblant de ne pas comprendre. 3, un près de la porte, un près de la fenêtre, un près de la cuisine. Et l'homme qui les a engagés, salon privé, au fond. L'homme acquiesça lentement. Il prit une gorgée d'eau. Ses mouvements étaient lents, comme s'il discutait de la pluie et du beau temps. « Quand ils bougeront, dit-il, mets-toi derrière le bar et reste baissé, quoi que tu vois, ne crie pas, tu comprends. » Léa hocha la tête, trop terrifiée pour parler. « Bien. » Ses yeux ambrés croisèrent les siens une dernière fois. « Tu as fait preuve de courage ce soir. Je n'oublierai pas. » 2 minutes. Léa retourna au bar. Son cœur battait si vite qu'elle se sentait étourdie. Elle agrippa le bord du comptoir pour se maintenir droite. À la table 11, l'homme avait repris l'étude de son menu, aussi calme que si rien ne s'était passé. Mais Léa remarqua quelque chose qu'elle avait manqué auparavant. La façon dont sa main gauche reposait sur la table, les doigts légèrement recourbés. Et sous ses doigts, à peine visible à la lueur des bougies, elle put apercevoir quelque chose qui aurait dû être impossible. Des écailles vert foncé. Recouvrant sa main comme une armure, Léa cligna des yeux, et elles avaient disparu. Juste de la peau humaine normale. Elle avait dû imaginer ça. 1 minute. L'horloge murale se rapprochait de minuit. La respiration de Léa était courte, coupée. Elle pouvait voir les 3 hommes armés se déplacer sur leur siège, leurs mains se dirigeant vers leur veste. C'était ça. Quoi qu'il allait se passer, ça allait se passer maintenant. L'horloge sonna minuit. Tout arriva en même temps. Les 3 hommes armés sortirent leurs armes. Victor Lemaire surgit du salon privé, un sourire triomphant aux lèvres. D'autres clients hurlèrent et se jetèrent sous les tables. Mais l'homme à la table 11 ne bougea pas. Il resta simplement assis là, regardant les armes pointées sur lui, avec le même sourire de prédateur sur les lèvres. « Darius Nightscale » annonça Victor, sa voix résonnant dans le restaurant soudainement silencieux. « Seigneur des territoires de l'Est, roi dragon, ce soir, tu meurs !» Darius se leva lentement, et alors qu'il se levait, quelque chose changea, sa peau ondula. Ses yeux brillèrent d'un feu intérieur. Les écailles que Léa avait aperçues auparavant se répandirent sur ses mains, son cou, son visage, le recouvrant d'une armure vert foncé qui scintillait comme des émeraudes polies. De petites cornes émergèrent de son front, se courbant vers l'arrière à travers ses cheveux noirs. Ses doigts s'allongèrent en griffes, et sa voix, quand il parla, n'était plus entièrement humaine. « Vous avez amené 3 hommes, dit-il. Vous auriez dû amener une armée. » Ce qui s'est passé ensuite fut trop rapide pour que les yeux de Léa puissent suivre. Un instant, les hommes armés étaient debout, avec leurs armes levées. L'instant d'après, ils étaient au sol, inconscients, ou pire,
leurs armes éparpillées sur le sol en marbre. Darius n'avait même pas semblé bouger. Mais soudain, il se tenait au centre de la pièce, entouré d'ennemis tombés. Ses écailles scintillant à la lumière du lustre, Victor Lemaire recula, le visage blanc de terreur. « Comment ?» balbutia-t-il. « Vous étiez censé être affaibli. Le poison dans votre boisson. » Darius sourit. Et cette fois, il n'y avait plus rien d'humain dedans. Je n'ai jamais touché à la boisson. Une serveuse m'a averti. Il jeta un coup d'œil vers le bar, où Léa était accroupie, figée par le choc. Une serveuse très courageuse. Victor se retourna pour courir, mais Darius fut plus rapide. En un clin d'œil, il avait traversé la pièce et saisi Victor à la gorge, le soulevant du sol d'une main griffue. « Tu as cru pouvoir tuer un roi dragon », dit Darius, sa voix résonnant dans le restaurant silencieux. « Tu as cru pouvoir prendre mes territoires. Tu avais tort. » Les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent en grand, et d'autres silhouettes se précipitèrent à l'intérieur. Des hommes et des femmes en manteaux sombres, se déplaçant avec la même vitesse et la même grâce inhumaine que Darius. Certains d'entre eux avaient des écailles visibles. D'autres avaient des yeux qui brillaient comme le feu, des dragons. Ils étaient tous des dragons. Léa resta cachée derrière le bar, regardant les gens de Darius sécuriser le restaurant, maîtriser Victor et ses hommes armés tombés, et commencer à rassembler les clients humains terrifiés vers les sorties. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû courir. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait que regarder la scène impossible qui se déroulait devant elle. Et puis Darius se tourna et la regarda directement. « Sors !» dit-il. Sa voix était douce maintenant, les écailles se retirant de son visage. Ses traits revenant à quelque chose de plus humain. « Tu es en sécurité, je te le promets. » Léa se leva sur des jambes tremblantes. Elle sortit de derrière le bar, enjambant des verres brisés et des chaises renversées, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant le roi dragon. Il avait l'air différent maintenant. Toujours incroyablement beau, rayonnant toujours de puissance, mais aussi autre chose, de la gratitude, de l'émerveillement, du respect. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il simplement. « J'ai juste écrit quelques mots sur un morceau de papier. Tu as tout risqué. » Darius étudia son visage avec ses yeux ambrés. « Tu ne me connaissais pas. Tu ne savais pas ce que j'étais. Mais tu as vu une injustice et tu as agi. Sais-tu à quel point c'est rare ?» Léa ne savait pas quoi dire. Elle avait agi par instinct, par un besoin désespéré de faire ce qui était juste, même si cela la tuait. « Pourquoi ?» demanda Darius. « Pourquoi m'as-tu prévenu ?» Léa pensa à Chloé, aux factures d'hôpital, aux longs quarts de travail et à l'appartement vide et à la lutte sans fin juste pour survivre. « Parce que j'ai vu quelque chose de mal, » dit-elle doucement. « Et quand vous voyez quelque chose de mal et que vous ne faites rien, vous faites partie du mal. » Darius resta silencieux pendant un long moment. Autour d'eux, ces gens continuaient à nettoyer le chaos. Leurs mouvements étaient efficaces et rodés. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il enfin. « Léa. Léa Dubois. »« Léa Dubois. » Il prononça son nom comme s'il le mémorisait, comme si c'était important. « Dis-moi, Léa Dubois, de quoi as-tu le plus besoin dans ce monde en ce moment ?» La question la prit au dépourvu. De quoi avait-elle besoin? D'argent, de sécurité, d'un miracle. Ma sœur, s'entendit-elle dire, elle est malade. Les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien pour elle. Elle a besoin. Elle a besoin de quelque chose que la médecine ne peut pas lui offrir. Victor Lemaire hocha lentement la tête, comme si cette réponse était parfaitement logique. « Et si je vous disais, demanda-t-il, que la médecine n'est pas la seule forme de guérison qui existe ?
Et si je vous disais que mon peuple a des moyens de guérir ce que les médecins humains ne peuvent pas? Léa sentit une étincelle jaillir dans sa poitrine. L'espoir. Un espoir terrifiant, dangereux. Je dirais que cela semble trop beau pour être vrai. Ce n'est pas de la charité, affirma Victor Lemaire. C'est un paiement. Vous avez sauvé la vie d'un roi ce soir. Ce n'est pas rien. Laissez-moi sauver la vie de votre sœur en retour. Léa le regarda fixement. Cette créature, ce roi dragon qui venait de vaincre à lui seul 3 hommes armés et de transformer le plus puissant homme d'affaires de la ville en un prisonnier gémissant. Il lui offrait un miracle. Tout cela parce qu'elle avait entouré quelques mots sur une addition du Fouquet's. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Victor Lemaire sourit, et cette fois, son sourire atteignit ses yeux. « Parce que vous m'avez vu, dit-il. Quand tous les autres vous traversèrent du regard, vous avez vu un étranger en danger et vous avez choisi d'aider. Savez-vous combien de temps cela fait qu'un humain a fait cela pour l'un des miens? Nous avons passé des siècles à nous cacher, à nous protéger de votre monde. Et en une seule nuit, vous m'avez rappelé pourquoi nous n'aurions pas dû abandonner l'humanité entièrement. » Léa ne savait pas quoi dire. Sa gorge était serrée par des larmes non versées. Derrière eux, l'un des hommes de Victor Lemaire s'approcha. « Monseigneur, dit-il en s'inclinant légèrement, les autorités sont en route. Nous devrions partir. » Victor Lemaire hocha la tête. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose. Une bague, en or, d'aspect ancien, avec un dragon enroulé autour d'une gemme vert foncé. Il la tendit à Léa. « C'est une promesse, dit-il. Demain soir, venez à cette adresse. » Il glissa une carte dans son autre main. « N'apportez rien. Ne le dites à personne. Venez simplement, et nous discuterons du traitement de votre sœur. » Léa prit la bague. Elle était chaude dans sa paume, presque vivante. « Comment puis-je savoir que c'est réel ?» demanda-t-elle. « Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance ?» « Vous ne le savez pas, admit Victor Lemaire. Mais vous m'avez fait suffisamment confiance pour m'avertir ce soir. Faites-moi confiance une fois de plus. » Il se tourna pour partir, son manteau sombre tourbillonnant autour de lui. Mais avant d'atteindre la porte, il se retourna une dernière fois. « Léa Dubois, dit-il, la serveuse qui a sauvé un roi. Je me souviendrai de vous. » Et puis, il disparut dans la nuit avec les siens, laissant Léa seule dans le Fouquet's dévasté, une bague en or dans une main et une carte dans l'autre, se demandant si tout ce qui venait de se passer était réel. L'horloge au mur indiquait minuit 15. Il y a 15 minutes. Elle était une serveuse invisible, luttant pour survivre. Maintenant, elle venait peut-être de tout changer. Elle baissa les yeux sur la bague, sur le dragon enroulé autour de la gemme, ses minuscules yeux semblant l'observer. Demain soir, un acte de confiance de plus, un saut de plus dans l'inconnu. Pour Chloé, pour tout. Léa glissa la bague à son doigt. Elle s'adaptait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle, et quelque part au fond d'elle, elle sentit quelque chose se déplacer. Quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant, quelque chose qui l'attendait depuis toujours. Elle n'avait aucun moyen de savoir que ce n'était que le début, que le roi dragon avait vu en elle quelque chose qui allait bien au-delà du courage, que la bague à son doigt n'était pas seulement une promesse, mais un lien, une connexion à un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle n'avait aucun moyen de savoir qu'en lui sauvant la vie, elle avait changé la sienne pour toujours. Mais elle allait le découvrir. Demain soir, tout deviendrait clair. Et Léa Dubois, la serveuse invisible qui voyait ce que les autres manquaient, découvrirait qu'elle n'avait jamais été invisible du tout. Elle attendait juste quelqu'un qui sache comment regarder. Le lendemain se déroula comme dans un rêve.
Léa exécuta les gestes habituels de sa vie, mais rien ne semblait réel. Elle servit le petit déjeuner au bistrot où elle travaillait le matin. Elle rendit visite à Chloé à l'hôpital. Elle sourit, hocha la tête, et fit semblant que tout était normal. Mais la bague était à son doigt. Et chaque fois qu'elle la regardait, elle se souvenait, les écailles, les griffes, la façon dont Victor Lemaire s'était déplacé plus vite que n'importe quel humain ne pourrait jamais le faire. La façon dont ses yeux avaient brillé d'un feu intérieur. Les dragons étaient réels, et l'un d'eux lui devait une dette. Chloé remarqua que quelque chose était différent dès l'instant où Léa entra dans sa chambre d'hôpital. « Tu as l'air bizarre », dit Chloé depuis son lit. Elle était mince et pâle, ses cheveux sombres retombant sans force sur l'oreiller. Mais ses yeux étaient aussi perçants que jamais. « Que s'est-il passé ?»« Rien, mentit Léa. Un long service. » Chloé plissa les yeux. « Tu portes une bague. Tu ne portes jamais de bijoux. » Léa baissa les yeux sur sa main, sur la bague, en or, avec le dragon enroulé autour de la gemme verte. « Quelqu'un me l'a donné, » dit-elle prudemment. « Un client. Ça devait être un client particulier. » La voix de Chloé était taquine, mais il y avait de la curiosité en dessous. « C'est de l'or véritable. Je ne sais pas. » Léa. Chloé se redressa sur ses oreillers, grimaçant sous l'effort. « Dis-moi ce qui se passe. Je suis allongé dans ce lit depuis 3 mois. Je sais quand tu caches quelque chose. » Léa hésita. Elle voulait tout raconter à Chloé, au sujet du Fouquet's, des hommes armés, du roi dragon qui avait promis d'aider. Mais si tout cela était un piège, et si elle donnait de faux espoirs à Chloé, il pourrait y avoir une nouvelle option de traitement, dit-elle finalement. Quelqu'un que j'ai rencontré connaît des médecins spécialisés dans les cas comme le tien. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Quoi ? Pourquoi tu n'as pas commencé par ça ? Parce que je ne sais pas si c'est réel, admit Léa. Je ne veux pas promettre quelque chose que je ne peux pas tenir. Léa. Chloé tendit la main et prit celle de sa sœur. Ses doigts étaient froids, fragiles, comme des os d'oiseau. N'importe quel espoir est meilleur qu'aucun espoir. Tu le sais. Léa regarda le visage de sa sœur. 16 ans. Elle aurait dû se soucier des garçons et des candidatures à l'université, pas des horaires de chimiothérapie et des taux de survie. Ce soir, dit Léa, j'en saurai plus ce soir. Alors qu'est-ce que tu fais là ? Chloé la poussa vers la porte. Va te préparer. Mets quelque chose de joli. Et Léa, oui, quoi que ce soit, qui que soient ces gens. Merci. Et Chloé sourit. Et pendant un instant, elle ressembla à la fille saine et heureuse qu'elle était autrefois. Merci de n'avoir jamais abandonné avec moi. Léa sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle se pencha et embrassa le front de sa sœur. « Je n'abandonnerai jamais avec toi, murmura-t-elle. Jamais. » Elle quitta l'hôpital avec une nouvelle détermination brûlant dans sa poitrine. Ce soir, elle découvrirait si l'offre de Victor Lemaire était réelle. Et si elle l'était, elle ferait tout ce qu'il faudrait pour sauver sa sœur, même si cela signifiait entrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas, même si cela signifiait faire confiance à un dragon. L'adresse sur la carte mena Léa à une partie de la ville qu'elle n'avait jamais visitée auparavant. Passer les gratte-ciel du quartier des affaires, passer les quartiers branchés, avec leurs cafés et leurs boutiques. On arrive à une zone d'anciens entrepôts et de bâtiments industriels, qui semblent abandonnés dans l'obscurité. Léa avançait lentement, la main dans sa poche, serrant son téléphone. Ça pourrait être un piège, ça pourrait être une terrible erreur, mais la bague à son doigt était chaude, et cette chaleur lui donnait du courage, une chaleur inespérée.
Elle trouva le bâtiment. Il ressemblait à tous les autres. Un entrepôt de briques avec des fenêtres condamnées et des graffitis sur les murs. Mais la porte était propre, et quand elle s'approcha, elle s'ouvrit silencieusement, comme par magie. Léa entra. L'intérieur ne ressemblait en rien à l'extérieur. Au lieu de poussière et de délabrement, elle se retrouva dans un vaste espace ouvert, baigné d'une douce lumière. Les murs étaient drapés de riches étoffes, des verres profonds, des ors étincelants et des carmins somptueux. Le sol était recouvert de tapis complexes, et partout où elle regardait, il y avait des gens. Non, pas des gens, des dragons. Certains avaient une apparence presque humaine, avec juste un soupçon d'écailles visible au niveau de leurs clavicules ou le long de leurs mâchoires. D'autres n'avaient fait aucun effort pour cacher ce qu'ils étaient, leur corps couvert d'écailles irisées, des cornes courbées sur leur front, des ailes repliées contre leur dos. Léa se figea dans l'embrasure de la porte, le cœur battant à tout rompre. « Elle est venue », dit une voix. Victor Lemaire émergea de la foule, vêtu d'un costume vert foncé assorti à ses écailles. « Je leur avais dit que tu viendrais. J'ai dit que je viendrais. » réussit à articuler Léa. « Je tiens mes promesses. Toujours. » Victor sourit. « Moi aussi. Viens. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Il la conduisit à travers la foule, devant des dragons qui la regardaient avec des yeux curieux et prédateurs. Léa garda la tête haute, refusant de montrer sa peur. Elle avait affronté pire que des regards curieux. Bien pire. Ils arrivèrent à une pièce privée au fond de l'entrepôt. Elle était plus petite que le hall principal, mais tout aussi richement décorée. 2 fauteuils se faisaient de face de part et d'autre d'une table basse. Sur la table était posé un dossier. Étrange. « S'il te plaît, assieds-toi. » Victor fit un geste vers l'un des fauteuils. Il prit l'autre, repliant ses longues jambes sous lui avec une grâce inhumaine. Absolument inhumaine. Léa s'assit. Elle sentait son pouls dans sa gorge. Mais elle garda une voix ferme. « Vous avez dit que vous pouviez aider ma sœur. Chloé. J'ai dit que je pouvais lui offrir une guérison que la médecine humaine ne peut pas fournir. » Victor se pencha en avant, ses yeux ambrés intenses. « Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre à quoi tu es confronté. Parle-moi de son état. » Léa prit une profonde inspiration. Et puis, pour la première fois, elle raconta à quelqu'un toute la vérité. Toute. Elle lui parla du diagnostic d'il y a 3 mois, de la rare maladie auto-immune qui détruisait lentement les organes de Chloé, des traitements expérimentaux qui avaient échoué les uns après les autres, des médecins qui avaient commencé à parler de la soulager, au lieu de la guérir, une horreur. Elle lui parla des factus médicales qui l'avaient forcée à prendre 2 emplois, de l'appartement qu'elle avait perdu, des cartes de crédit qu'elle avait épuisées, des amis de la famille qui avaient cessé de répondre à ses appels, de la façon dont elle restait parfois éveillée la nuit, au calculant combien de mois il leur restait avant de ne plus pouvoir se permettre même les soins de base, la misère. Elle lui raconta tout quand elle eut fini. Victor resta silencieux pendant un long moment. Un très long moment. « Ta sœur se meurt, » dit-il finalement. « La médecine humaine ne peut pas la sauver. » « Est-ce exact ?» Léa hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Et si je te disais que mon peuple a des guérisseurs qui peuvent guérir ce que vos médecins ne peuvent pas ?» Victor ouvrit le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents écrits dans une langue que Léa ne reconnaissait pas. « Et si je te disais que Chloé pourrait être de nouveau en bonne santé dans quelques semaines seulement ?» Léa sentit l'espoir surgir dans sa poitrine, dangereux et douloureux,
Qu'est-ce que je devrais faire? Rien que tu ne ferais pas de toute façon. Victor croisa son regard. Tu as déjà prouvé ta valeur hier soir. Tu as vu le danger et tu as agi. Tu as protégé un étranger au péril de ta vie. C'est rare, Léa. Plus rare que tu ne le penses. Je ne l'ai pas fait pour une récompense. Jamais, je sais. C'est précisément pour cela que tu en mérites une. Victor se rassit dans son fauteuil. Mais ce n'est pas seulement de la charité. Je t'offre quelque chose de plus. Quoi, un poste? L'expression de Victor était sérieuse maintenant. Tout à faire. Mon peuple vit en secret parmi les humains depuis des siècles. Nous avons nos propres territoires, notre propre politique, nos propres conflits. Et nous avons besoin de Dieu dans le monde humain. Des gens qui peuvent voir ce que nous manquons. Des gens qui peuvent marcher là où nous ne pouvons pas passer inaperçus. Vous voulez que je vous espionne? Je veux que tu observes. Victor sourit légèrement. Tu as vu 3 hommes armés dans un restaurant bondé alors que personne d'autre ne les voyait. Tu as entendu une conversation chuchotée à travers une porte de salle de bain. Tu as remarqué des détails que des assassins entraînés ont manqués. C'est un don. Léa, je veux mettre ce don à profit. Un vrai don. Léa le fixa. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle avait pensé qu'il lui donnerait de l'argent, ou le nom d'un médecin, ou une sorte de remède magique. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui offre un emploi. Un emploi? Si je dis oui, dit-elle lentement. Qu'arrive-t-il à Chloé? Elle reçoit un traitement immédiatement. Nos guérisseurs commenceront demain, et elle ne sera pas seule. La voix de Victor s'adoucit. Je ne te demanderai pas de choisir entre ta sœur et ton devoir. Tu auras le temps d'être avec elle, de la voir guérir. Ce n'est pas de la servitude, Léa. C'est un partenariat, un vrai partenariat. Pourquoi moi? Demanda Léa. Vous avez tout un bâtiment rempli de dragons. Pourquoi avez-vous besoin d'une serveuse humaine? Parce que les humains vont là où les dragons ne peuvent pas. Victor fit un geste autour d'eux. Regarde-nous. Même lorsque nous cachons nos écailles, nous ne nous intégrons pas tout à fait dans votre monde. Nous sommes trop grands, trop pâles, trop intenses. Nous attirons l'attention. Mais toi, Léa, tu as passé toute ta vie à être invisible. Tu sais comment regarder sans être regardé. Tu sais comment écouter sans être entendu. Cela vaut plus que toute la force et le feu du monde. Le feu sacré. Léa baissa les yeux sur la bague à son doigt. Les minuscules yeux du dragon semblaient briller dans la douce lumière. Elle pensa à Chloé, allongée sur ce lit d'hôpital, au médecin qui secouait la tête, à l'avenir qui avait semblé si désespéré il y a à peine 24 heures, une éternité. Et elle pensa à ce que cela signifierait de dire oui, d'entrer dans un monde de dragons et de secrets, de devenir quelqu'un qui comptait, qui était vu, qui avait un but au-delà de la survie, un vrai but. Si je dis oui, dit-elle, j'ai des conditions, nomme-les. Chloé passe en premier. Toujours. Si elle a besoin de moi, je suis là, sans poser de questions, jamais de questions. D'accord. Et j'ai besoin de savoir dans quoi je m'embarque. Pas de secret, pas d'agenda caché. Si vous voulez que je vous fasse confiance, vous devez me faire confiance. Totalement. Victor réfléchit un instant. Puis il hocha la tête. Juste. Je vais te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Mais comprends qu'il y a des choses que tu ne peux pas désapprendre. Une fois que tu feras partie de notre monde, il sera impossible de revenir à l'ignorance. Une fois que tu auras vu, je suis déjà dans votre monde. Léa leva la main, montrant la bague. J'y suis depuis le moment où j'ai entouré ces mots sur cette facture. Le début de tout. Victor sourit. Un vrai sourire cette fois.
un sourire qui transforma ses traits sévères en quelque chose de presque chaleureux. Alors, nous avons un accord, un pacte. Il se leva et lui tendit la main. Bienvenue à la cour du roi dragon, Léa Dubois. J'ai le sentiment que vous allez tout changer. Léa lui serra la main. Sa poigne était chaude, presque brûlante, cette même chaleur impossible qu'elle avait ressentie cette première nuit. « Quand est-ce qu'on commence » demanda-t-elle. « Ce soir. » Le regard de Victor Lemaire étincela. « Il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez. Quelqu'un qui vous observe depuis que vous avez franchi cette porte. » « M'observe » Victor Lemaire désigna les ombres dans le coin de la pièce. Léa n'avait même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre. Elle était tellement concentrée sur Victor qu'elle était complètement passée à côté. Une silhouette s'avança. Une femme, plus âgée que Victor, avec des cheveux argentés et des yeux qui brûlaient comme un feu doré. Ses écailles n'étaient pas vertes, mais d'un rouge profond, recouvrant ses bras et son cou comme d'élégants tatouages. Elle était magnifique et terrifiante. « Voici Serena, dit Victor Lemaire, ma mère, l'ancienne reine des territoires de l'Est, et la meilleure professeure que vous puissiez avoir. » Serena étudia Léa avec ses yeux brûlants, son expression impénétrable. « Alors, c'est vous, celle qui a sauvé la vie de mon fils. » Sa voix était comme de la soie sur de l'acier. Avec un stylo et un morceau de papier, Léa releva le menton. « J'ai utilisé ce que j'avais. » Le coin de la bouche de Serena tressaillit, ce qui aurait pu être un sourire. « Bien, alors vous comprenez déjà la première leçon. Un dragon compte sur sa force. Mais un VRS survivant utilise tout ce qu'il a à sa disposition. » Elle tourna lentement autour de Léa, l'examinant sous toutes les coutures. Léa resta immobile, refusant de scier sous son regard. « Elle est observatrice, » dit Serena à Victor Lemaire. « Elle a repéré les sorties en entrant. Elle a enregistré toutes les personnes dans la pièce avant de s'asseoir. Et elle suit ma position depuis que je me suis révélé. » Léa ne s'était pas rendu compte qu'elle faisait tout ça. Mais maintenant que Serena le mentionnait, elle savait que c'était vrai. Vieilles habitudes acquises pendant des années de travail dans la restauration, apprenant à être consciente de tout ce qui l'entourait. Instinct naturel, continua Serena. Brut, non entraîné, mais puissant. Nous pouvons travailler avec ça. Vous allez la former ? Demanda Victor Lemaire. Si elle survit au premier mois, dit Serena. Alors oui. Elle regarda Léa droit dans les yeux. Vous comprenez dans quoi vous vous engagez, humaine ? Ce n'est pas un jeu. Nos ennemis sont impitoyables. Ils utiliseront n'importe quoi pour atteindre Victor, y compris ceux qui lui sont chers, y compris vous. Je comprends, dit Léa. Vraiment ? Serena se rapprocha, sa présence accablante. Il y a 12 heures, vous étiez serveuse aux Fouquet's. Maintenant, vous êtes un atout du roi dragon. Il y a des gens qui tueraient pour avoir accès à ce qu'on vous offre, et des gens qui tueraient pour vous empêcher de l'avoir. Léa soutint son regard brûlant sans ciller. J'ai passé toute ma vie à me battre pour survivre. Pour ma sœur Chloé. Pour moi-même. Vous voulez savoir si je peux gérer le danger ? Je le gère depuis que j'ai 18 ans. Que mes parents sont morts et m'ont laissé seul avec un enfant à élever, ce n'est pas nouveau pour moi, juste différent. Serena la fixa longuement. Puis elle rit, un son comme des cloches qui sonnent. Elle me plaît, dit-elle à Victor Lemaire. Elle a du feu. Du vrai feu, pas celui qu'on respire. Victor Lemaire sourit. Je pensais que ça pourrait vous plaire. Serena se tourna vers Léa. L'entraînement commence demain. À l'aube. Ne soyez pas en retard. Je ne le serai pas. Et apportez la bague. Les yeux de Serena se posèrent sur la main de Léa. Elle vous a choisi. Ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Léa. L'expression de Serena était impénétrable. Ça veut dire que la bague voit en vous quelque chose que vous ne connaissez même pas encore.
quelque chose qui vous lie au trône du dragon. Mais nous découvrirons ce que c'est avec le temps. Elle sortit de la pièce d'un pas vif, laissant Léa seule avec Victor le maire. « Ma mère est intense, dit Victor le maire après un moment. Mais c'est la meilleure. Si quelqu'un peut vous apprendre à survivre dans notre monde, c'est elle. Je le crois, dit Léa. Elle se sentait étrange, déséquilibrée, comme si tout avait basculé et qu'elle essayait encore de trouver ses appuis. « Demain, dit Victor le maire, vous irez aussi voir nos guérisseurs. Ils examineront Chloé et commenceront le traitement. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait tenu le coup si longtemps, étant forte pour Chloé, ne se laissant jamais espérer. Et maintenant, soudain, il y avait de nouveau de l'espoir. « Merci, murmura-t-elle. Ne me remerciez pas encore, dit Victor le maire. Mais il y avait de la chaleur dans sa voix. Remerciez-moi quand Chloé sera en bonne santé, quand vous aurez maîtrisé votre entraînement. Quand vous aurez gagné votre place parmi nous, je la gagnerai, dit Léa. Je le promets, je sais que vous le ferez. Victor le maire la conduisit à la porte. C'est pour ça que je vous ai choisi. Il s'arrêta, la main sur la poignée de porte. Léa, dit-il, il y a encore une chose que vous devriez savoir. Quoi? Victor le maire, l'homme qui a essayé de me faire tuer. Il ne travaillait pas seul. Il existe un réseau de chasseurs de dragons qui opèrent dans cette ville, des humains qui savent qui nous sommes et qui veulent nous détruire. Victor n'était qu'un parmi tant d'autres. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie que vous êtes maintenant une cible aussi, dit Victor le maire. Ils apprendront ce que vous avez fait. Ils viendront vous chercher. Et ils ne s'arrêteront pas tant que vous ne serez pas morte. Il ouvrit la porte, révélant le vaste hall rempli de dragons au-delà. Mais vous n'êtes plus seul, continua-t-il. Vous avez la protection de la cour du roi dragon, et vous avez des compétences qu'ils ne verront jamais venir. Léa regarda les dragons, ce monde impossible dans lequel elle avait trébuché. Il y a 24 heures, elle était une serveuse aux Fouquaises avec une sœur mourante et aucun avenir. Maintenant, elle était quelque chose d'autre. Entièrement. Elle ne savait pas quoi encore, mais elle allait le découvrir. « Qu'ils viennent, dit-elle doucement. Victor le maire sourit. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez. La première séance d'entraînement de Léa avec Serena commença à l'aube, comme promis. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce que cela impliquait réellement. Elle arriva à l'entrepôt en s'attendant à un entraînement physique, des pompes peut-être, de la course, apprendre à se battre. Au lieu de cela, Serena la fit asseoir dans une pièce vide et lui dit de fermer les yeux. « La première leçon ne concerne pas la force, dit Serena. Elle concerne le fait de voir. Vous avez déjà ce don. Nous allons simplement l'aiguiser. » Pendant 3 heures, Serena décrivit des scénarios à Léa. Un marché bondé, une station de métro animée, un dîner officiel. Et Léa devait décrire tout ce qu'elle remarquerait. Chaque sortie, chaque menace potentielle, chaque personne qui semblait déplacée. Au début, Léa pensa que c'était facile. Elle avait fait ça toute sa vie sans même le savoir. Mais Serena la poussa plus loin, jusqu'à ce que la tête de Léa lui fasse mal à force de concentration. « Bien, dit Serena enfin, vous voyez plus que la plupart des humains que j'ai rencontrés. Mais vous pensez encore comme une proie. Nous avons besoin que vous pensiez comme un prédateur. Qu'est-ce que ça veut dire? La proie surveille le danger. » Les yeux dorés de Serena brûlèrent en elle. Les prédateurs surveillent les opportunités. Les mêmes compétences d'observation, mais un état d'esprit différent. Il faut apprendre, non seulement à voir la menace, mais aussi à voir l'avantage, la faiblesse, l'ouverture. Léa acquiesça lentement. C'était logique. Toute sa vie, elle avait été à l'affût du danger, des problèmes, des obstacles. Elle n'avait jamais pensé à chercher des opportunités à la place. Demain,
continua Serena. Nous commencerons l'entraînement physique. Mais ce soir, je veux que tu ailles dans un endroit bondé et que tu t'entraînes. Ne te contente pas de regarder ce qui pourrait te faire du mal. Regarde ce qui pourrait t'aider. Les sorties que tu pourrais utiliser, les alliés que tu pourrais te faire, les outils que tu pourrais transformer en armes. Léa quitta l'entrepôt, l'esprit tourbillonnant. Mais elle ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle alla à l'hôpital. Chloé était assise dans son lit quand Léa arriva. Et pour la première fois depuis des mois, il y avait de la couleur sur ses joues. « Léa » souffla Chloé. « Les médecins sont venus, pas mes médecins habituels. D'autres. Ils ont fait des examens et m'ont donné une sorte de médicament, et je me sens mieux. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Déjà ? Les guérisseurs du roi dragon avaient déjà commencé. Ils ont dit que cela prendrait quelques semaines, continua Chloé, la voix pleine d'émerveillement. Mais ils pensent réellement qu'ils peuvent m'aider. Léa, qui sont ces gens? Comment les as-tu trouvés? Léa s'assit sur le bord du lit et prit la main de sa sœur. Je te l'ai dit, dit-elle prudemment. Un client, quelqu'un que j'ai aidé. Il voulait me rendre l'appareil. Chloé plissa les yeux. Ce n'est pas juste une faveur normale. Ces médecins, ils n'étaient pas normaux. L'un d'eux avait des yeux dorés, comme de l'or véritable. Le cœur de Léa fit un bond. Les guérisseurs du roi dragon n'avaient pas caché leur nature à Chloé. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» demanda Léa avec précaution. Chloé resta silencieuse un instant. Puis elle serra la main de Léa. « Ils m'ont dit qu'il y a plus de choses dans ce monde que je n'en sais, » dit-elle. « Et que tu t'es impliqué dans quelque chose de grand, et que je devrais te faire confiance, parce que tu as fait quelque chose de très courageux. » Léa sentit le poids du secret peser sur elle. Elle n'avait jamais rien caché à Chloé. Mais ça, comment pouvait-elle expliquer les dragons, les rois et les cours secrètes? « Je ne peux pas tout te dire, » dit Léa finalement. « Pas encore, mais je te promets, je suis en sécurité, et ces gens, ils ne vont pas nous faire de mal, ils vont nous aider. » Chloé étudia son visage pendant un long moment. Puis elle acquiesça. « D'accord, je te fais confiance, mais Léa, quoi que ce soit, sois prudente. Tu es tout ce qui me reste. » Léa se pencha et serra sa sœur dans ses bras. Elle pouvait sentir le rythme cardiaque de Chloé, plus fort qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Je serai prudente, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Mais en quittant l'hôpital ce soir-là, Léa savait que la prudence n'était plus vraiment une option. Elle était entrée dans un monde où le danger était constant, où les ennemis se cachaient à chaque coin de rue, et elle devrait devenir quelque chose de plus que prudente. Elle devrait devenir dangereuse elle-même. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'entraînement et de découvertes. Le matin, Léa s'entraînait avec Serena. Pas seulement l'observation, mais le mouvement. Comment marcher silencieusement? Comment se battre salement? Comment utiliser sa petite taille et son apparence banale comme des armes? « Tu ne domineras jamais un dragon », lui dit Serena lors d'une session, « et tu ne domineras probablement jamais la plupart des ennemis humains non plus. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu dois être plus rapide, plus intelligente, plus consciente. Tu dois voir le combat avant qu'il ne se produise et y mettre fin avant que ton adversaire ne sache qu'il a commencé. » Léa apprit à crocheter des serrures, à se faufiler dans les foules inaperçues, à lire le langage corporel si bien qu'elle pouvait dire quand quelqu'un mentait de l'autre côté de la pièce. L'après-midi, elle rendait visite à Chloé et regardait sa sœur devenir de plus en plus forte de jour en jour. Le médicament du roi dragon fonctionnait, quoi qu'il lui donne. Cela guérissait les dommages que les médecins humains avaient déclarés irréversibles. « Chaque jour, je me sens mieux, » lui dit Chloé.
C'est comme se réveiller d'un long cauchemar. Le soir, Léa travaillait à la cour du roi dragon. Elle n'était pas encore chargée de missions importantes, mais Darius l'utilisait pour de petites tâches. Assister à des événements mondains humains et faire des rapports. Surveiller certaines entreprises et noter qui entrait et sortait. Recueillir des informations que les dragons ne pouvaient pas recueillir eux-mêmes. Et lentement, elle commença à comprendre le monde dans lequel elle était entrée. Les dragons étaient divisés en territoires, chacun étant gouverné par un roi ou une reine. Darius contrôlait les territoires de l'Est, qui englobaient la majeure partie de la ville. Mais il y en avait d'autres. La reine dragon de l'Ouest, une femme nommée Hélène, dont Darius parlait avec respect. Le roi du Nord, Marcus, qui était vieux et prudent et avait refusé de prendre parti dans tout conflit pendant des siècles. Et les territoires du Sud, qui n'avaient pas de chef du tout. Ces terres ont été perdues au profit des chasseurs, expliqua Darius un soir. Elles étaient sombres. Léa était assise en face de lui dans son bureau privé, examinant des rapports de renseignement. Il y a 50 ans, les chasseurs de dragons ont attaqué. Ils ont tué toute la cour du Sud, chaque dragon, jusqu'au plus petit enfant. Léa se sentit mal. Pourquoi? La peur, la haine. La mâchoire de Darius était crispée. Les humains ont toujours craint ce qu'ils ne comprennent pas, et il y a ceux qui ont transformé cette peur en croisade. Ils s'appellent l'Ordre de Saint-Georges, et ils ne se reposeront pas tant que chaque dragon n'aura pas disparu. Victor Lemaire était l'un d'eux, dit Léa. Ce n'était pas une question. Un serviteur, un pion. Mais oui, Darius la regarda. Nous l'avons interrogé avant de le remettre aux autorités humaines. Il nous a donné des noms, des lieux. Les chasseurs sont plus organisés que nous ne le pensions. Léa, et ils viennent pour nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je dois. Les yeux de Darius étaient durs. Mais je ne peux pas les combattre seul. C'est pourquoi j'ai besoin de gens comme toi. Des yeux dans le monde humain. Des oreilles dans des endroits où les dragons ne peuvent pas aller. Léa comprit. Elle n'était pas qu'une observatrice. Elle était une soldate dans une guerre dont elle n'avait pas connu l'existence jusqu'à il y a quelques semaines. « Je suis prête », dit-elle. Darius sourit légèrement. « Je sais que tu l'es. C'est pourquoi j'ai une vraie mission pour toi. » Le pouls de Léa s'accéléra. Sa première vraie mission. « Qu'est-ce que c'est? »« Il y a un gala la semaine prochaine, » expliqua Darius. « Un événement caritatif au musée du Louvre. De nombreux humains fortunés seront présents. Et selon nos renseignements, plusieurs membres de l'ordre également. Vous voulez que je les identifie? Je veux que tu fasses plus que ça. Je veux que tu t'approches de l'un d'eux. Une femme nommée Elizabeth Harwood. Elle est la fille d'un homme d'affaires important, et nous pensons qu'elle est l'une des recruteuses de l'ordre. Elle trouve des humains vulnérables et les transforme en chasseurs. » Léa sentit un frisson. Pourquoi est-elle à un gala caritatif? Parce que l'ordre se cache à la vue de tous. La voix de Darius était sombre. Ce ne sont pas des monstres qui se cachent dans l'ombre. Ce sont des médecins, des avocats et des PDG. Ils croient être des héros. Et cela les rend encore plus dangereux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Approche-toi d'elle, gagne sa confiance, découvre ce qu'elle sait. Darius se pencha en avant. Mais Léa, tu dois être très prudente. Si elle se doute de ce que tu es, si elle réalise que tu es lié à nous, elle te tuera. Sans hésitation. Léa acquiesça. Elle comprenait l'enjeu. « Je peux le faire, » dit-elle. « Je sais. C'est pour ça que je t'ai choisi. » La semaine suivante, Léa se lança à corps perdu dans sa préparation. Serena lui enseigna les rudiments de la haute société. Comment tenir une flûte de champagne? Comment engager une conversation badine?
Comment se fondre dans la masse avec des gens qui avaient plus d'argent dans leur portefeuille que Léa n'en avait gagné de toute sa vie. Elle étudia également Elizabeth Harwood. Chaque photographie qu'elle pouvait trouver, chaque entretien, chaque publication sur les réseaux sociaux. Au moment où le gala arriva, Léa avait l'impression de connaître la femme personnellement. Et c'était peut-être la chose la plus troublante. Elizabeth Harwood avait l'air gentille, chaleureuse. Le genre de femme qui faisait du bénévolat dans des soupes populaires et qui faisait des dons à des hôpitaux pour enfants. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui assassinait des rois dragons. Mais Léa savait que les apparences étaient trompeuses. Elle avait appris que les monstres avaient rarement l'air de monstres. Le soir du gala, Léa arriva au musée du Louvre dans une robe empruntée. Soie noire, élégante mais discrète. Le genre de choses qu'un membre du personnel de restauration pourrait porter, parce que c'était sa couverture. Elle n'assistait pas au gala en tant qu'invitée. Elle y assistait en tant que serveuse, invisible, discrète, exactement là où elle devait être. Le musée avait été transformé pour l'événement. Des lustres de cristal diffusaient une lumière chaude sur les sols en marbre. Une musique de cordes s'échappait d'un coin où jouait un quatuor. Des invités fortunés se mêlaient, flûte de champagne à la main, leurs bijoux scintillant dans la douce lumière. Léa se déplaçait dans la foule avec un plateau de petits fours, observant. Elle repéra Elizabeth Harwood dans les 10 premières minutes. La femme tenait court près des antiquités égyptiennes, entourée d'admirateurs. Elle était magnifique en personne, cheveux blonds, très élégants, un sourire qui semblait véritablement chaleureux. Léa se rapprocha, offrant des amuse-gueules aux invités à proximité. Elle devait attendre le bon moment, la bonne opportunité. Elle se présenta plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Elizabeth parlait à un jeune homme, un serveur, comme Léa. Il avait l'air nerveux, tripotant son plateau, et la main d'Elizabeth était sur son bras, réconfortante, compatissante. Léa reconnut le schéma. Elle l'avait lu dans les dossiers que Victor Lemaire lui avait donnés. C'était ainsi qu'Elizabeth recrutait. Elle trouvait des gens en difficulté, des gens désespérés, et elle leur offrait de l'espoir, avec un prix. Léa se rapprocha, faisant semblant d'ajuster les serviettes sur son plateau. « Je comprends à quel point ça doit être difficile, » disait Elizabeth. « Travailler à ces événements, servir des gens qui ont tellement alors que vous avez si peu, ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?» Le jeune homme secoua la tête. Il avait l'air sur le point de pleurer. « Et si je vous disais qu'il existe un moyen de changer les choses ?» continua Elizabeth. « Un moyen de faire partie de quelque chose de plus grand? Quelque chose qui compte vraiment ?» Le sang de Léa se glaça. Elle en avait entendu assez. Elizabeth recrutait, ici même, maintenant. Elle devait se rapprocher. Elle devait en entendre davantage. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, elle sentit une main sur son bras, froide, forte. Elle se retourna et se retrouva face à un homme en costume sombre. Il était grand et large, avec des yeux plats et sans vie, comme un requin. « Vous tournez dans cette pièce depuis 15 minutes, » dit-il tranquillement, « et vous n'avez servi personne depuis 5 minutes. Pourquoi ?» Le cœur de Léa battait la chamade. Elle avait été démasquée, d'une manière ou d'une autre. Elle avait été démasquée. Elle se força à rester calme, à réfléchir. « Je suis nouvelle, » dit-elle, gardant sa voix stable. « J'apprends encore le déroulement de la soirée. » La prise de l'homme se resserra sur son bras. « Nous n'avons personne de nouveau dans le personnel ce soir. » L'esprit de Léa s'emballa. Elle avait quelques secondes pour faire un choix, fuir ou se battre. Les 2 options semblaient désespérées, mais elle se souvint alors des paroles de Chloé.
Ne te contente pas de surveiller ce qui pourrait te blesser. Surveille ce qui pourrait t'aider. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. La sortie de secours était à 3 mètres, trop loin. Il y avait des agents de sécurité près de l'entrée principale. Ils ne l'aideraient pas. La foule était trop dense pour courir. Mais là, près de la salle des antiquités égyptiennes, elle vit autre chose. Un homme aux yeux ambrés, qui la regardait de l'autre côté de la pièce. Victor, le maire. Il était venu malgré tout. Il ne lui avait pas dit qu'il serait là. Mais il était venu. Leurs yeux se croisèrent. Léa vit la compréhension traverser son visage. Il savait qu'elle était en difficulté. Et puis, il bougea. Cela se produisit si vite que Léa manqua presque le moment. Un instant. Victor le maire était de l'autre côté de la pièce, l'instant suivant. Il se tenait à côté d'elle, sa main se refermant sur le poignet de l'homme qui la retenait. « Ah, vous voilà », dit Victor le maire avec douceur, sa voix chaleureuse et familière. « Je vous cherche partout. Ma chérie, y a-t-il un problème ?» Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Il reconnut Victor le maire. Léa put le voir dans la tension soudaine de son corps, la façon dont sa main se relâcha. « Pas de problème, » dit l'homme lentement. « Juste un malentendu. Excellent. » Victor le maire sourit, mais il y avait de l'acier sous le charme. « Alors cela ne vous dérangera pas que je vous l'emprunte. » Il passa le bras de Léa dans le sien et l'éloigna, se faufilant dans la foule avec une grâce facile. Le cœur de Léa battait encore la chamade. Mais elle suivait son rythme, la tête haute. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent un couloir calme, à l'écart du hall principal. « Que s'est-il passé ?» demanda Victor le maire, tout semblant de chaleur disparue. « Je ne sais pas. » La voix de Léa tremblait légèrement. « Il m'a repéré. Il a dit que je tournais depuis trop longtemps. » Victor le maire jura entre ses dents. « Ils sont plus vigilants que nous ne l'avions prévu. Tu dois partir. Maintenant. Mais la mission est terminée pour ce soir. » Les yeux de Victor le maire étaient durs. « Ta sécurité est plus importante que l'information. » Léa voulut protester. Elle avait été si proche. Élisabeth était juste là, en train de recruter une autre victime. Mais elle savait qu'il avait raison. Elle avait été compromise. Rester ne ferait que les mettre tous les deux en danger. « Il y a une entrée de service, » dit Victor le maire. « Je vais créer une diversion. Tu te faufiles dehors. » « Quel genre de diversion ?» Victor le maire sourit légèrement. « Le genre qui fera que tout le monde regardera dans la direction opposée. » Il se tourna pour partir. Mais Léa attrapa son bras. « Merci, » dit-elle, « d'être là, de veiller. » Victor le maire la regarda avec ses yeux ambrés. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans leur profondeur. Quelque chose qui aurait pu être plus qu'une simple préoccupation professionnelle. « Je te l'ai dit, » dit-il doucement. « Je n'oublie pas ceux qui m'aident. Maintenant, vas-y. » Il retourna vers le hall principal. Léa se dirigea vers l'entrée de service. Derrière elle, elle entendit une soudaine agitation, des voix qui s'élevaient, des halètements. Elle ne se retourna pas. Elle continua simplement à marcher, la tête baissée, le plateau toujours à la main, jusqu'à ce qu'elle atteigne le couloir de service et se faufile dans la nuit. L'air froid la frappa comme une gifle. Elle tremblait de partout, l'adrénaline coulant encore dans ses veines. Elle avait échoué. Et sa première vraie mission, et elle avait échoué, mais elle était vivante, et elle avait appris quelque chose d'important. L'ordre de Saint-Georges était là, en ville, opérant ouvertement, et ils avaient failli l'apprendre.
Léa marcha sur 3 pâtés de maison avant de s'arrêter dans une ruelle tranquille pour reprendre son souffle. La robe empruntée était ruinée, trempée de sueur nerveuse. Ses pieds la faisaient souffrir à cause des talons. Mais son esprit était clair, pour la première fois de la nuit. Elle avait fait une erreur. Elle avait été trop impatiente, trop évidente. Elle avait laissé ses compétences d'observation se relâcher parce qu'elle était nerveuse à propos de la mission. Elle ne referait pas cette erreur. Quand elle arriva enfin chez elle, il y avait un message qui l'attendait, pas sur son téléphone, mais glissé sous sa porte. Un morceau de papier plié avec une seule phrase écrite d'une écriture élégante. L'échec n'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever. Demain, nous réessayerons. Il n'y avait pas de signature. Mais Léa savait de qui cela venait. Serena. Léa froissa le billet et le jeta. Puis, elle le ramassa, le lissa et l'épingla à son mur. Demain. Elle serait meilleure demain. Les semaines suivantes furent plus difficiles que tout ce que Léa avait jamais vécu. Serena la poussa à ses limites. Un entraînement physique qui laissait ses muscles hurler. Des exercices mentaux qui lui donnaient des maux de tête, des séances de stratégie qui duraient jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Mais Léa ne se plaignit pas. Elle absorba tout, chaque leçon, chaque correction, chaque échec. Et lentement, elle commença à changer. La serveuse qui avait encerclé des mots sur une note aux Fouquet's était toujours là, quelque part à l'intérieur d'elle. Mais une nouvelle Léa émergeait, plus dure, plus affûtée, plus dangereuse. « Tu progresses plus vite que je ne l'espérais », lui dit Serena un matin après une séance de sparring particulièrement brutale. La plupart des humains auraient craqué à ce stade. Léa essuya du sang de sa lèvre. « Je n'ai pas le luxe de craquer. » Serena l'étudia avec ses yeux dorés. « Non, » dit-elle doucement. « Je suppose que non. » Pendant ce temps, Chloé continuait de s'améliorer. La médecine du dragon faisait ce que les médecins humains avaient dit impossible. Sa couleur revenait. Sa force se reconstruisait. Elle commençait à parler de retourner à l'école. Léa lui rendait visite tous les après-midi, chérissant ses heures de normalité au milieu du chaos de sa nouvelle vie. « Tu sembles différente », dit Chloé un jour. « Pas mal différente. Juste différente. » Léa regarda sa sœur. « Différente comment? Plus confiante, peut-être. » Chloé pencha la tête, comme si tu savais quelque chose que le reste d'entre nous ignore. Léa sourit. « Peut-être bien. Me le diras-tu un jour? Un jour, promit Léa, quand ce sera en sécurité. » Chloé accepta cela. Elle avait toujours fait confiance à Léa, même maintenant, quand la vie de Léa était devenue quelque chose qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. La deuxième tentative pour la mission Elizabeth Harwood eut lieu 3 semaines plus tard. Cette fois, Léa ne s'y rendit pas en tant que serveuse. Elle y alla en tant qu'invitée. Darius avait fourni la couverture. Une identité fictive. Une jeune femme riche de province. Intéressée par l'œuvre caritative d'Elizabeth. Le genre de personne qu'Elizabeth pourrait vouloir recruter. C'était comme entrer dans une fosse aux lions en portant un panneau disant « Je suis une gazelle ». Mais Léa n'était plus une gazelle. L'événement était plus petit que le gala. Une réception privée dans la maison de ville d'Elizabeth. 20 invités, intimes, personnels, dangereux. Léa arriva dans une robe bleue simple, les cheveux coiffés, le visage calme. Elle s'était entraînée à cela. Des centaines de fois. Elle connaissait son histoire de couverture sur le bout des doigts. Et elle savait ce qu'elle cherchait. Elizabeth la salua à la porte avec ce sourire chaleureux et authentique. « Vous devez être Catherine », dit-elle, en utilisant le nom de couverture de Léa.
Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Merci de m'avoir invitée, répondit Léa. J'ai entendu des choses merveilleuses sur votre travail, et ainsi, cela commença. Pendant 2 heures, Léa se déplaça dans la maison de ville d'Élisabeth, engageant des conversations anodines, étudiant les autres invités. La plupart d'entre eux semblaient être des gens riches ordinaires, des philanthropes, des propriétaires d'entreprises. Le genre de personnes qui signaient des chèques lors d'événements caritatifs. Mais quelques-uns d'entre eux avaient ce regard, la platitude dans les yeux, la tension enroulée sous la surface polie. Des chasseurs. Léa catalogua chacun d'eux. Visage, nom, détail. Tout ce qu'elle pouvait observer sans être évidente. Et finalement, vers la fin de la soirée, elle obtint ce pourquoi elle était venue. Élisabeth l'attira à part dans un bureau privé. La pièce était bordée de livres et d'œuvres d'art, de bon goût, chers. Le genre de pièce où des conversations importantes avaient lieu. « Je vous observe depuis toute la soirée, » dit Élisabeth. « Il y a quelque chose chez vous, Catherine, quelque chose de différent. » Léa garda son expression neutre. « Différent comment ?» Averti. Les yeux d'Élisabeth brillèrent. « Vous remarquez des choses que les autres manquent, la façon dont les gens bougent, les sorties, les menaces. La plupart des gens somnambulent à travers la vie, mais pas vous. » Léa sentit un frisson. C'était ça. Élisabeth l'évaluait, la testait. « J'ai dû être averti, » dit Léa prudemment. « La vie n'a pas toujours été tendre. Non, elle ne l'est jamais, avec les gens comme nous. » Élisabeth se rapprocha. « Puis-je vous confier un secret ?» Catherine. « Bien sûr. » Élisabeth se pencha. « Il y a des monstres dans ce monde, » murmura-t-elle. « De vrais monstres, des créatures qui se cachent parmi nous, portant des visages humains. La plupart des gens ne les voient jamais, mais certains d'entre nous les voient. Certains d'entre nous ont été touchés par leur mal. » Léa se força à rester calme. « Quel genre de monstres? Ils s'appellent eux-mêmes des dragons. » La voix d'Élisabeth était dure maintenant. Toute chaleur disparut. Ils prétendent être humains. Ils infiltrent notre société. Et ils se nourrissent de nous, de notre peur, de notre faiblesse, de notre sang. Léa se sentit malade. Mais elle garda son visage impassible. « Des dragons. Cubeuge, » répéta-t-elle, laissant le scepticisme s'insinuer dans sa voix. Cela ressemble à un conte de fées. J'aimerais que ce soit le cas. Élisabeth recula. J'ai perdu mon père à cause d'eux, il y a 15 ans. Il a découvert ce qu'ils étaient, et ils l'ont tué pour ça. Je suis désolée, dit Léa, et elle le pensait. Quoi qu'Élisabeth soit devenue, sa douleur était réelle. Ne soyez pas désolée. Les yeux d'Élisabeth brûlaient. Soyez en colère, soyez prête, parce qu'une guerre arrive. Catherine, et je veux que vous soyez du bon côté. » Léa regarda cette femme, cette chasseuse, cette tueuse qui croyait être une héroïne, et elle prit une décision. « Dites-m'en plus, » dit-elle. Élisabeth sourit, ce large, chaleureux sourire qui cachait tant de ténèbres en dessous. « Je pensais que vous diriez ça. » Ce que Léa apprit cette nuit-là changea tout. L'ordre de Saint-Georges n'était pas seulement un groupe de justiciers. C'était un réseau mondial, vieux de plusieurs siècles, avec des ressources et des renseignements qui rivalisaient avec n'importe quelle agence gouvernementale. Il connaissait les territoires des dragons. Il connaissait les cours et les rois. Il préparait une attaque coordonnée depuis des années, et elle arrivait bientôt. Élisabeth ne donna pas à Léa de détails spécifiques. Elle était trop intelligente pour ça. Mais elle lui en donna assez. Assez pour comprendre l'ampleur de la menace. Assez pour être terrifiée.
Lorsque Léa quitta enfin l'appartement de Victor Lemaire, son esprit était en ébullition. Elle devait absolument transmettre ces informations à Darius. Immédiatement. Mais alors qu'elle descendait la rue tranquille vers sa voiture qui l'attendait, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Des pas derrière elle, 2 paires, peut-être 3. Léa n'accéléra ni ne ralentit. Elle continua de marcher, ses sens en alerte maximale. Une camionnette noire s'arrêta à côté d'elle. La porte latérale coulissa. Léa se mit à courir. Elle parcourut à peine une demi-rue avant qu'il ne l'attrape. Des bras forts la saisirent par derrière, la soulevant de terre. Une main se referma sur sa bouche avant qu'elle ne puisse crier. « Du calme, dit une voix à son oreille. « On veut juste discuter. » Ils la jetèrent dans la camionnette. La porte claqua. La camionnette démarra. Léa atterrit brutalement sur le plancher métallique. Elle était entourée de 3 hommes en vêtements sombres. Leurs visages étaient durs, leurs yeux étaient froids, des chasseurs. « Tu te croyais maligne, » dit l'un d'eux, « à venir chez Victor Lemaire avec ton faux nom et ton faux baratin. Mais on t'observe depuis des semaines. On sait qui tu es. On sait pour qui tu travailles. » Le sang de Léa se glaça. Mais elle ne laissa rien paraître. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » L'homme rit. Léa Dubois, 24 ans, 2 boulots, une sœur malade à l'hôpital Saint-Louis. T'aurais dû rester invisible, serveuse. T'aurais dû te tenir à l'écart. Il se pencha plus près. Son haleine sentait le café et quelque chose de métallique. Maintenant, tu vas nous raconter tout ce que tu sais sur le roi dragon. Ses défenses, ses faiblesses, ses plans. Léa le regarda. Le pistolet dans sa main. Les autres hommes qui la surveillaient avec une anticipation prédatrice. Elle pensa à Chloé, à Darius, à tout ce qu'elle avait appris ces dernières semaines. Et elle sourit. « Vous voulez en savoir plus sur le roi dragon ?» dit-elle. « Demandez-lui vous-même. » L'homme fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu ?» Le toit de la camionnette explosa. Le métal hurla et se tordit. L'air froid de la nuit se précipita à l'intérieur, et à travers le trou, Léa vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Darius, sous sa forme de dragon. Il était énorme. Des écailles comme des émeraudes sombres, des ailes qui masquaient les étoiles. Ses yeux brûlaient comme des soleils jumeaux, et quand il rugit, le son fit trembler les fondations de la terre. Les chasseurs essayèrent de se battre. Ils levèrent leurs armes. Ils tirèrent. Mais les balles ne pouvaient pas arrêter un dragon. Darius les déchiqueta comme du papier. Des griffes étincelantes, des ailes battantes. En quelques secondes, c'était fini. Léa se recroquevilla dans un coin de la camionnette détruite, les oreilles bourdonnantes, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas penser. Puis Darius était là, reprenant forme humaine, tendant la main vers elle avec des mains qui portaient encore des traces d'écailles. « Léa, dit-il, tu es blessée ?» Elle secoua la tête. « Non, non. Tu peux marcher ? Je crois que oui. » Il l'aida à sortir des débris. La rue était vide. Quiconque avait vu ce qui s'était passé avait sagement choisi de disparaître. « Comment tu m'as trouvé ?» demanda Léa. « La bague. » Darius montra sa main. « Elle est liée à moi. Je peux sentir quand tu es en danger. » Léa baissa les yeux sur la bague du dragon. Elle était chaude à son doigt, palpitant d'une faible lumière. « Tu es venu pour moi, » murmura-t-elle. « Je viendrai toujours pour toi. » La voix de Darius était féroce. « Tu es l'une des nôtres maintenant, Léa. Tu es sous ma protection, et je n'abandonne pas les miens. » Léa sentit des larmes lui piquer les yeux. Toute sa vie, elle avait été celle qui protégeait, celle qui prenait soin des autres, celle qui ne pouvait pas se permettre d'être faible. Et maintenant, pour la première fois, quelqu'un la protégeait.
Merci, dit-elle. Ne me remercie pas. L'expression de Darius était sombre. Les chasseurs savent pour toi maintenant. Pour Chloé. Il faut vous emmener toutes les deux en lieu sûr. Chloé. Le sang de Léa se glaça. Elle va. Elle va bien. Mes gens sont avec elle. Mais tu ne peux plus revenir à ton ancienne vie. Plus jamais. Léa hocha lentement la tête. Elle savait que ça allait arriver. À partir du moment où elle avait entouré ses mots sur l'addition du restaurant, son ancienne vie était terminée. Elle n'avait juste pas voulu l'admettre. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, dit Darius, nous nous préparons à la guerre. » Il prit sa main, et ensemble, ils disparurent dans la nuit. Derrière eux, la camionnette détruite fumait encore. Les corps des chasseurs gisaient immobiles. Et quelque part à travers la ville, Victor Lemaire reçut un message. La serveuse a survécu. Le roi dragon la protège. Victor Lemaire lut le message 2 fois. Puis il sourit. Bien, se dit-il. Ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Il prit son téléphone et composa un numéro. Il est temps, dit-il, démarrer l'opération. Les 48 heures suivantes furent un chaos. Darius emmena Léa et Chloé au sanctuaire du Dragon, un complexe caché dans les montagnes au nord de la ville. C'était un endroit qui existait depuis des siècles, invisible aux yeux des humains, protégé par une magie ancienne qui précédait l'électricité et les automobiles. Chloé était terrifiée au début. Elle n'avait pas encore vu un dragon sous sa forme complète, et soudain, elle était entourée d'eux. Mais Léa lui tint la main et expliqua tout. La vérité, enfin, tout. Chloé écouta en silence. Quand Léa eut fini, elle resta silencieuse pendant un long moment. « Donc, tu as sauvé un roi, » dit Chloé finalement, en entourant des mots sur une addition de restaurant. En gros, Chloé rit. C'était un rire faible, mais c'était sincère. Seulement toi, Léa, seulement toi pouvais transformer un job de serveuse en aventure royale. Léa sourit, mais son cœur était lourd. Le sanctuaire était magnifique, rempli d'arbres anciens et de ruisseaux cristallins. Les dragons qui y vivaient étaient gentils avec elles, leur apportant de la nourriture et des couvertures et leur demandant si elles avaient besoin de quoi que ce soit. Mais Léa savait que ce n'était pas des vacances. C'était un refuge contre une tempête imminente. L'ordre se mobilise, lui dit Darius ce soir-là. Il se tenait sur un balcon donnant sur la vallée, les étoiles brillant au-dessus. Victor Lemaire a fait appel à des renforts du monde entier. Il prépare quelque chose de grand. Bientôt. À quel point bientôt? Des jours, peut-être des heures. La mâchoire de Darius était crispée. Nous avons des espions dans leur organisation, mais ils se sont tus. Quoi qu'ils préparent, ils l'ont gardé secret même pour leurs propres gens. Léa sentit la peur se nouer dans son estomac. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous battre. Darius la regarda. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais Léa, ce n'est pas ton combat. Toi et Chloé, vous pouvez rester ici. Vous serez en sécurité dans le sanctuaire. Léa le fixa. Après tout ça, tu veux que je me cache? Je veux que tu survives. Il y avait de la douleur dans sa voix. Tu as déjà fait plus que quiconque aurait pu demander. Tu m'as sauvé la vie. Tu as recueilli des renseignements qui nous aideront à nous préparer. Tu as mérité la sécurité. Léa y pensa. À rester cachée dans ce bel endroit pendant que Darius et les siens partaient en guerre. À être en sécurité pendant que d'autres se battaient et mouraient. Et elle pensa à ce qui l'avait amenée ici en premier lieu. Un moment de courage dans les toilettes d'un restaurant. Un choix, celui d'agir au lieu de détourner le regard. « Non, dit-elle. Victor Lemaire cligna des yeux. « Non? Je ne me cache pas. » Léa croisa son regard. «
Vous l'avez dit vous-même, vous avez besoin de gens capables de voir ce que les dragons manquent. Des gens capables d'aller là où vous ne pouvez pas. C'est moi. C'est ce que je fais. Léa, j'ai encerclé des mots sur une addition. Parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un mourait. Elle s'approcha de lui. Et je ne vais pas rester les bras croisés maintenant. Quoi qu'il arrive, je veux aider. Victor la regarda longuement. La lumière des étoiles se reflétait dans ses yeux ambrés, les faisant briller. « Vous êtes extraordinaire, dit-il doucement. Vous le savez ?» Léa sentit la chaleur lui monter aux joues. « Je suis juste quelqu'un qui fait attention. C'est exactement ce qui vous rend extraordinaire. » Victor tendit la main et toucha son visage. Ses doigts chauds contre sa peau. La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais vraiment voir le monde qui les entoure. Vous voyez tout. Et plus que cela, vous agissez en fonction de ce que vous voyez. C'est rare, Léa. Plus rare que vous ne le pensez. Léa ne savait pas quoi dire. Elle ne s'était jamais considérée comme extraordinaire. Elle avait juste survécu, jour après jour, en faisant ce qu'il fallait faire, mais en regardant dans les yeux de Victor. Elle vit autre chose, du respect, de l'admiration, et quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Si vous voulez vous battre, dit Victor, je ne vous en empêcherai pas, mais promettez-moi quelque chose. Quoi? Promettez-moi que vous resterez en vie. » Sa voix était féroce. « Quoi qu'il arrive, quels que soient les choix que vous ayez à faire, restez en vie. Je ne vous ai pas sauvé de cette camionnette juste pour vous perdre au combat. » Léa acquiesça. « Je le promets. » Victor sourit. C'était le premier VRS sourire qu'elle lui voyait depuis la nuit dans la camionnette. « Alors préparons-nous, dit-il. Nous avons du travail. » L'attaque survint 2 jours plus tard. Léa était dans le centre de commandement quand les alarmes ont commencé à hurler. Des dragons couraient, criaient, se transformaient en leur véritable forme. L'air crépitait de tension et de peur. « Ils nous ont trouvés, » dit Victor, le visage grave, d'une manière ou d'une autre. « Ils ont trouvé le sanctuaire. Comment? Cet endroit était censé être caché depuis des siècles. Je ne sais pas. » Victor se dirigeait déjà vers la porte. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Tout ce qui compte, c'est de le défendre. Léa le suivit à l'extérieur. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Le ciel était rempli d'hélicoptères. Des formes noires se détachaient sur les étoiles. Leurs projecteurs fendaient l'obscurité. Et au sol, déferlant à travers la lisière des arbres, il y avait des soldats, des centaines d'entre eux, armés d'armes qui brillaient d'une lumière étrange. Pas des armes ordinaires, réalisa Léa. Des armes tueuses de dragons. L'ordre de Saint-Georges était venu en force. Ce qui suivit fut la plus longue nuit de la vie de Léa. Elle ne pouvait pas se battre comme un dragon. Elle ne pouvait pas cracher du feu ou déchirer l'acier avec ses griffes, mais elle pouvait faire ce qu'elle avait toujours fait. Elle pouvait regarder. Elle pouvait observer. Elle pouvait voir ce que les autres manquaient. Là, cria-t-elle à un groupe de dragons près de la porte principale, flanquement à travers les arbres. 20 au moins. Les dragons se retournèrent et interceptèrent l'embuscade avant qu'elle ne puisse se former. Plus tard, dans le chaos de la bataille, Léa remarqua autre chose. Un groupe de chasseurs se détachant de la force principale, se dirigeant vers un plus petit bâtiment à la périphérie du complexe, l'aile médicale, où se trouvait Chloé. Léa n'hésita pas. Elle courut. Les chasseurs étaient plus rapides qu'elle ne l'avait prévu. Au moment où elle atteignit l'aile médicale, ils étaient déjà à l'intérieur. Elle pouvait entendre Chloé crier. Léa attrapa un plateau métallique au sol. Ce n'était pas VR.